Bienvenue dans cette troisième partie du magazine international de l'N24. Nous sommes en compagnie de Sébastien Boussois, qui est spécialiste, entre autres, de Daesh et de la situation sur place. Georges Dallemagne, qui connaît également très bien la situation au Kurdistan et des Kurdes particulièrement. Et puis Madeleine Guyot. Et on parlera dans un instant de la situation des prisonniers, de leurs femmes et des enfants qui se trouvent encore sur place. Alors, on n'a pas beaucoup parlé, peut-être pour cause de l'Europe, qui est particulièrement aphone, en fait, sur la problématique aujourd'hui. Peu de réactions unifiées, en tout cas de l'Union européenne. Je propose d'écouter d'ailleurs notre ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, qui, en tout cas, essaie de trouver une voie ou la seule voie possible pour faire entendre sa voix dans ce nouveau conflit au Moyen-Orient. Écoutez-le. C'est le Conseil de sécurité qui peut effectivement faire la pression la plus grande. Tous les autres moyens d'action seront utilisés. C'est pour ça que je l'ai dit, nous avons condamné directement, même sur le plan bilatéral, les actions entreprises par la Turquie. L'ambassadeur a été convoqué, comme ça a été le cas dans d'autres capitales européennes. Mais il y a une réelle priorité maintenant, avec tous les acteurs, c'est de tenter de stopper les opérations en cours. Bien entendu, il faut aussi être très attentif à la situation sur place. La situation sur place, ce sont notamment des camps dans lesquels se trouvent des djihadistes, dans lesquels se trouvent leurs familles. Et il faut continuer à pouvoir garder et surveiller ces personnes dangereuses, puisque certains ont participé à des actes terroristes très graves, localement et peut-être parfois même avec des répercussions en Europe. Et là, nous devons travailler avec nos collègues américains, britanniques, français qui sont sur place. Parce que je le répète, je l'ai dit encore hier au Parlement belge, la Belgique n'a pas de présence en Syrie. Le Parlement belge avait souhaité qu'il n'y ait pas de troupes belges au sol sur le territoire syrien. Donc on est tenu de travailler avec des collègues américains, français ou britanniques qui, eux, sont sur place. Ok, la Belgique exprime un point de vue propre au danger en fait qui semble la menacer au travers de ces prisonniers, de ces fameux retournis. Mais maintenant, sur la position globale, il n'y a pas particulièrement de position européenne, si ce n'est de passer par le Conseil de sécurité. Alors comment expliquer de nouveau cette absence totale de position ferme ou forte, unifiée de l'Union européenne? La Belgique et l'Europe, effectivement, sont aujourd'hui, je pense, aux abonnés absents, comme toujours. Moi, j'ai été très... je l'ai dit à notre ministre des Affaires étrangères en commission, nous avons attendu que les Turcs envahissent la Syrie pour commencer à être surpris, à s'indigner. Une chose qu'on ne peut pas reprocher aux Turcs, c'est de ne pas avoir prévenu. On savait depuis des semaines, depuis des mois que cela allait se passer. Et nous n'avons rien fait pour l'empêcher, nous n'avons absolument pas condamné cette intention, nous n'avons pas cherché à l'éviter, nous n'avons pas proposé de mettre en place une force d'interposition. Quand il dit que le Parlement belge n'était pas d'accord pour avoir des hommes sur le sol, le Parlement belge, je pense, pouvait très bien s'inscrire, et plusieurs groupes l'ont dit, dans une force d'interposition sous l'égide des Nations Unies, dans le cadre européen, avec des puissances régionales. Nous pouvions intervenir pour essayer d'éviter ce chaos et cette catastrophe, et nous n'avons rien fait comme d'habitude. Et encore aujourd'hui, eh bien, effectivement, la parole de l'Union européenne, elle est extrêmement faible. Il n'y a absolument aucune sanction qui est proposée sur la table. Et quand on entend les Américains qui vont tout à coup mettre des sanctions économiques, vous savez, la dernière fois qu'il y a eu des sanctions économiques des Américains à l'égard de la Turquie, c'était au moment de l'invasion de l'enclave d'Afrine. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'acier turc a été vendu aux Européens. Et donc, moi, je voudrais savoir si nous allons acheter l'acier turc dont les Américains ne veulent plus aujourd'hui, si c'est ce type-là de politique que nous... Parce qu'ils seront taxés à 50%. Parce qu'ils seront taxés à 50%. Sébastien Boussois. En réalité, c'est la diplomatie du dollar qui prime à chaque fois, mais sur la question de l'Union européenne, je crois déjà qu'elle est en transition, elle est en train de déplacer les meubles pour installer tout le monde début 2020. Mais je crois encore une fois qu'il y a un problème fondamental dans la politique étrangère. Vous parlez de la nouvelle commission. Oui, absolument, de la Commission, etc. Je crois qu'il y a un problème fondamental dans la question de la politique étrangère européenne, c'est que pour exister, ou dans sa construction, ou dans sa quête identitaire et politique, elle est en permanence en réaction aux Américains, en réaction aux Russes. Et je crois que ce n'est pas une bonne stratégie à long terme d'exister contre tout le monde. Et que même si on n'aime pas beaucoup les Russes, même si avec les Américains, on est globalement souvent assez anti-Amérique de celle-là, en l'occurrence avec ces gens-là qu'il faut discuter ou négocier, ou en tout cas essayer de s'entendre pour avoir une position importante. Je ne parle même pas de la position commune ou des contestations. Je crois que l'Union européenne est garante d'un certain nombre de droits. Elle a été fondée sur ce socle-là. La seule solution, c'est de revenir évidemment aux Nations Unies et à ce droit international, même s'il paraît parfois un peu éculé, je ne vois pas d'autre solution. Mais maintenant, on est sur le terrain de la guerre. Mais en tout cas, c'est plutôt l'apparence de ne pas avoir deux
communauté internationale aujourd'hui qui semble prendre le pas sur le reste. Alors, une des conséquences les plus imprévisibles, évidemment, de cette guerre dans la guerre est le destin des milliers de miliciens islamistes de Daesh faits prisonniers durant la reprise des territoires du califat par la coalition et gardés par les forces kurdes depuis la chute de Raqqa, la capitale du califat de Daesh. Alors, à ces hommes évalués à plus de 15 000 se rajoutent donc des dizaines de milliers de proches, de femmes, d'enfants, enfermés dans des camps, et ces camps, en fait, se trouvent en partie dans la zone aujourd'hui, qui est cette nouvelle zone de guerre, et camps, en fait, que leur pays refuse de récupérer, donc ces fameux prisonniers, préférant souvent les voir jugés sur place, quitte à ce que ce soit par une justice expéditive, la justice irakienne, et soldés souvent par la peine de mort sur place. Alors aujourd'hui, les gardiens kurdes de ces prisonniers ont d'autres priorités, disent-ils, que de jouer les gardiens de ces prisonniers, et ils jouent leur survie face à la Turquie, quitte à voir s'échapper ou à faire s'échapper. Là, il y a évidemment discussion, comme ça semble être déjà le cas, des proches des prisonniers eux-mêmes. Alors, ça pose potentiellement d'énormes problèmes. Alors, est-ce que cette question des prisonniers et de la garde des prisonniers n'est pas un des seuls leviers que les Kurdes ont aujourd'hui? J'entendais le ministre des Affaires étrangères français relatant en fait des discussions avec des prisonniers de Daesh sur place ou des femmes de prisonniers qui disaient que les Kurdes les poussaient à sortir des camps. En fait, est-ce que c'est le chaos en fait qui suscite l'évasion, ou est-ce qu'il y a une stratégie qui est peut-être la stratégie du désespoir des Kurdes eux-mêmes de faire s'échapper une partie en fait des prisonniers actuels? Si vous voulez, oui, Georges Dallemann. Moi, j'ai visité certains de ces camps. Je pense que les Kurdes n'ont pas du tout envie que ces prisonniers soient dans la nature. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui les ont combattus, que cela a fait beaucoup de morts. Et les hommes de Daesh savent que ce sont ces Kurdes qui les ont combattus, qui les ont capturés, qui parfois les ont tués. Et donc, il n'y a aucun intérêt de la part des Kurdes de les libérer. Par contre, les Kurdes ont aussi compris que c'était finalement le seul point d'attention de l'Occident là-bas, et qu'effectivement c'était en quelque sorte ce qui leur donnait une certaine valeur, un certain poids politique, et qui faisait qu'ils étaient malgré tout des interlocuteurs. Et donc, mais ils ont réclamé depuis très longtemps que les ressortissants européens soient traités par l'Europe. Moi, ils m'ont dit, vous savez, ils sont venus de chez vous, ils ont semé la terreur ici, nous les avons combattus, nous les avons capturés, mais nous ne connaissons pas toute leur histoire, nous n'avons pas les moyens de les juger, nous n'avons pas les moyens de les détenir éternellement, et nous sommes contre la peine de mort, les Kurdes de Syrie, contrairement au régime irakien. Donc, nous n'avons pas vocation à garder vos ressortissants pour l'éternité. Donc, vous devez vous en occuper. Et je pense, moi, je peux suivre parfaitement ce raisonnement qui me paraît totalement légitime. Alors, Madeleine Guillot, vous travaillez donc ici, à l'organisme de défense des droits de l'enfant, oui, ici en Belgique. Alors, évidemment, le problème est un problème, évidemment, potentiellement important, alors qui, d'un coup, a l'air de sensibiliser très fort les Belges à cet aspect-là des choses, qui est l'éventuel retour de ces prisonniers. On sait que la plupart des organisations humanitaires, du monde judiciaire, estiment qu'il serait nettement mieux organisé et sans doute plus sûr de faire revenir dans des bonnes conditions ces familles sur place, quitte à les juger dans des bonnes conditions ici, plutôt que de voir le chaos se développer là-bas. C'est votre position? Oui, alors peut-être la première chose, avant d'aller plus loin, la première chose, par rapport aux femmes avec lesquelles nous sommes en contact, qui sont sur place, elles réclament en fait depuis vraiment très très longtemps le fait de pouvoir être rapatriées et d'être d'être en tout cas jugées pour les actes qu'elles auraient commis, et elles souhaitent du coup que leurs enfants soient protégés. Donc sur ce point-là, je pense qu'elles sont tout à fait en tout cas capables de prendre leurs responsabilités et de faire ce qu'elles doivent faire par rapport à ce qu'elles ont fait précédemment. Mais par rapport à la situation actuelle, ce qu'on entend, c'est que, puisqu'on est en contact avec elles, c'est qu'en fait, elles se retrouvent, puisque le camp d'Ain Issa a été ouvert, elles se retrouvent à ne pas savoir à qui se rendre. Ce qu'elles demandent, c'est « dites-nous à qui on doit se rendre pour être protégées, pour que nos enfants puissent survivre ». Parce que là, pour l'instant, elles sont en fait complètement livrées elles-mêmes. Donc on a eu des contacts encore dernièrement avec 2 mamans et 6 enfants dimanche après-midi. Et puis c'est fini. On ne sait pas où elles sont. Vous dites que la question même de leur rapatriement, ou des conditions de leur rapatriement, ou des conditions de la justice, il semble que ne se pose même pas à ce stade-ci, puisque la question est simplement de savoir entre les mains de qui elles vont se retrouver et qui va les prendre en charge. Et elles demandent en fait de pouvoir être prises en charge par la Belgique. Et quand elles disent à qui est-ce qu'on doit se rendre, c'est ça. Elles sont, ce qu'elles envoient comme message, c'est qu'elles sont terriblement inquiètes du fait d'être éventuellement reprises par l'État islamique.
Oui, mais là, vous présentez en fait toutes ces femmes comme étant des victimes. Certaines sont elles-mêmes des militantes. Certaines ont été, de manière volontaire, sont parties sur place. Oui, mais je ne dis pas ça, en fait. Je ne dis pas ça. Je dis juste que nous, à partir du point de vue des droits de l'enfant, on a des contacts. Là, vous parlez des enfants. Oui. On parle des mères, en fait, de, Oui. de leur position de mère. Et tout ce que je dis, c'est qu'elles étaient prêtes depuis longtemps à déjà être jugées ici en Belgique. D'ailleurs, certaines sont déjà jugées par défaut. C'est tout. Je n'ai pas, moi, à dire quoi que ce soit sur ce qu'elles pensent de ce qu'elles ont fait. Sébastien Bousseau. La question du retour, elle est insoluble. Ça a été la même chose en France. J'ai suivi le débat. Il y a eu des effets d'annonce, des changements de doctrine. Non, on ne veut pas. L'opinion ne veut pas. Et puis après, les politiques ont un peu changé en disant oui, on va les rapatrier. On avait parlé de 130 djihadistes. Je crois l'année dernière, en réalité, il y avait 70 enfants. Je ne crois pas qu'on puisse rendre responsables et les appeler comme ça. Concernant évidemment les familles, c'est toute la difficulté des enfants qu'on doit ou qu'on ne doit pas, qu'on veut ou qu'on ne veut pas séparer de leur mère. Bien sûr qu'il y a eu des femmes combattantes qui seront jugées comme certaines ont été jugées en France pour ce qu'elles ont essayé de commettre encore récemment. Mais je crois que quelqu'un en Syrie avait dit reprenez vos déchets. J'entends ce que je veux dire quand je dis ça, c'est-à-dire que ce sont avant tout des citoyens belges qui ne cautionnent pas, ou français, qui ne cautionnent pas la loi humaine ou je ne sais quoi. La réalité, que je pense qu'ils doivent être jugés sur notre territoire et qu'ils doivent être... Parce qu'aujourd'hui, la plus grande inquiétude, c'est bien sûr qu'ils soient perdus dans la nature et que les plus ardus et les plus tenaces des djihadistes partent sur d'autres terrains de djihad et qu'on les retrouve dans 10-15 ans en train de nous mener la guerre, je ne sais pas où, ou sur notre territoire ou sur d'autres terrains de Georges djihad. d'Allemagne, est-ce que finalement le chaos sur place et la situation dramatique n'a pas le mérite, entre guillemets, d'éclaircir au moins ce point-là? C'est-à-dire que pour tous ceux, y compris dans l'opinion publique, qui ne voulaient rien entendre sur l'éventuel retour d'ennemis combattants et de leurs familles ici sur tous les territoires, de peut-être se rendre compte qu'il vaut mieux de les rapatrier dans des bonnes conditions plutôt que de les laisser au milieu du chaos. J'espère qu'on vous entendra. Moi, Non, c'est juste une question. Oui, non, mais c'est l'évidence même. C'est-à-dire que je n'ai jamais compris comment nos pays, des démocraties, des pays qui sont capables effectivement je l'espère encore, d'affirmer à la fois l'état de droit, la sécurité de leurs citoyens, confient à des tiers des personnes qui pourraient encore les menacer. Moi, je pense que nous devons gérer nous-mêmes la menace. Et quand l'OCAM, donc l'organe de coordination et d'analyse de la menace terroriste, oui. Quand le procureur fédéral belge, Frédéric Van Leu, dit « nous devons nous-mêmes prendre en charge la gestion de ces djihadistes », eh bien, ce ne sont pas des œuvres de bienfaisance qui nous le disent, ce n'est pas pour des raisons humanitaires qui nous le disent, c'est pour assurer notre sécurité. Et je trouve cela déplorable qu'il n'y ait pas eu de responsable politique en Belgique qui puisse être suffisamment pédagogue pour dire que nous avons, nous, intérêt, pour des questions de sécurité avant tout, mais aussi pour des questions de justice. Parce qu'il faut que justice soit rendue à l'égard des victimes des attentats du 22 mars. Moi, je suis en lien avec les victimes des attentats du 22 mars, le patron notamment de l'association V-Europe. Ils veulent que justice soit rendue. On l'a vu sur l'attentat du musée juif, à quel point c'était important que la Belgique sache la vérité, que les Belges sachent la vérité. Et aussi, parce qu'à travers ces djihadistes, nous comprendrons mieux quelles sont les filières de recrutement, quels sont éventuellement encore les complices qui peuvent encore exister ici ou là. Et donc, je crois qu'il est extrêmement important, effectivement, qu'on gère cette question-là, nous-mêmes, de manière proactive. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ces discussions et ce débat n'aient pas pu avoir lieu à temps, parce qu'aujourd'hui, comment aller effectivement mettre la main sur ces djihadistes, comment aller récupérer leurs femmes, leurs enfants, comment s'assurer effectivement que cette menace ne s'éparpille pas, ne s'étende pas. Vous savez, Daesh est toujours là-bas. Daesh a promis de libérer ses combattants. Daesh est puissant encore là-bas. On a beaucoup parlé de cellules dormantes. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai surtout vu des cellules actives, pas dormantes, actives, avec des attentats qui avaient lieu presque toutes les semaines. Et donc, effectivement, c'est une question dont on s'est détourné. On a mis la tête dans le sable et aujourd'hui, elle est en train de nous exploser à la figure. Alors, on continue à parler de cette résurgence de Daesh et des conséquences à nouveau sur le rapatriement des familles ici en Belgique dans un instant après cette dernière interruption dans le magazine international de l'N24.